Timor, ce n'est pas Bali, mais ça n'est pas non plus Pulo Bidong, ni paradis, ni enfer. Ici, Watulari, le village le plus misérable. Ces gens vivaient encore dans la montagne voici seulement 6 mois. S'ils ne sont pas sains, ils sont saufs. S'ils ne sont pas libres, ils sont vivants. Nous y avons pourtant débarqué sur la pointe des pieds et le chapeau à la main, tant nous pensions pénétrer dans un cimetière. Tant on a dit, écrit, répété qu'on y crevait de faim, de plomb, de fièvre, mieux et plus rapidement qu'au Cambodge ou en Ouganda. On a dit 100 000 morts, 200 000, 250 000, qui dit mieux, 300 000. Un habitant sur 2, des oradours par centaines, un Vietnam silencieux. Que de références pour tenir la comptabilité de la souffrance. Voici la réalité de Timor, sur laquelle tout le monde a menti. Timor est une colonie portugaise au fin fond des îles de la Sonde. 15 000 km², 650. Après sa révolution des œillets, le Portugal, en 1975, reconnaît le droit à l'autodétermination, y compris l'indépendance, pour toutes ses... Un front révolutionnaire se constitue aussitôt à Timor, le Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente, le Fretilin. 200 000 membres en quelques semaines. Un bel engouement populaire après plus de 4 siècles de colonisation. Les Portugais laissent faire. Plus tôt les Timorais seront indépendants, entreront chez eux. Les leaders, en effet, ne dissimulent pas leurs intentions. Timor choisira l'indépendance. Là, comme en Guinée-Bissau, comme au Mozambique. Les Indonésiens, eux, ne laissent pas faire, d'autant que 2 petits partis timorais leur sont favorables. Ils répandent un bruit qui ne tombe pas dans l'oreille dessous. Les marxistes du Fretilin transformeront Timor en Cuba océanien. Jamais à Timor, nous avons une situation d'instabilité ou même une base d'agression ou de préparation de quelques activités contre les pays proches, voisins. Jamais. C'était toujours notre politique. Je veux dire aussi que la politique dans les affaires internationales est le non-alignement. Et nous pensons que les affirmations des Indonésiens que nous pourrions venir être une base, c'est une propagande pour gagner la sympathie des pays occidentaux. Mais c'est false, n'est pas vrai, parce que ils veulent dominer notre peuple. Et notre lutte est juste, et notre lutte pour l'indépendance. Tous les peuples ont ces droits. En octobre 1975, une espèce de guerre civile éclate entre les nationalistes du Fretilin et les partisans du rattachement de Timor à l'indépendance. Les Portugais ne jouent même pas le rôle d'arbitre, ils s'en lavent les mains et laissent les Timorais faire leur ménage. Plus nombreux, mieux armés, le Fretilin devient rapidement maître de la situation. Le 28 novembre, il proclame l'indépendance et la création de la République démocratique de Timor oriental. Il contrôle alors plus de 85% du territoire et la quasi-totalité des villes. 2 jours plus tard, le 30,
les pro-indonésiens proclament l'intégration de Timor dans la République indonésienne. On se demande alors comment ils vont y parvenir puisqu'ils ne contrôlent que 15% du pays. La réponse ne tarde pas. Moins d'une semaine plus tard, le 7 décembre, l'armée indonésienne envahit Timor. Ces documents sont d'aujourd'hui, car l'invasion ne fut pas filmée. Les Portugais et les Blancs de l'île s'enfuient, laissant le champ libre aux Indonésiens. La République de Timor aura vécu 196 heures. Les partisans du ayant récupéré les armes des Portugais défaillants, ils se battent pied à pied dans la montagne, abandonnant les villages trop vulnérables. Une guerre intense qui va se traîner jusqu'en 1978 dans une île interdite à la presse, à la Croix-Rouge et aux diplomates. Pas de témoins dans l'indignation générale. Il y a des morts, pas autant qu'on le dit, 60 000 peut-être, 1 sur 10. Un nombre suffisamment énorme pour ne pas diminuer la responsabilité des assassins. Et dans ce bilan, tout le monde s'accuse. Le Fretilin charge les Indonésiens chargent le Fretilin. Il n'y a pas de témoins et les adversaires ne se font pas de cadeaux. Peu à peu, la Pax Indonesia passe sur Timor. Quelques familles réussissent cependant à fuir le cimetière vers l'Australie, 800 vers le Portugal. Autrement dit, rien, une misère. Et ce qui attend ces familles-là n'est finalement guère plus réjouissant. C'est que non seulement ce sont des réfugiés et donc sans le sou, ce sont surtout des réfugiés noirs. Noirs dans un pays qui limite l'immigration des gens de couleur, hérité des fuyards du Mozambique, d'Angola et de Guinée. Ils se retrouvent donc dans cette vallée, près des égouts de Lisbonne, dans ce qu'on est bien obligé d'appeler un bidonville, où vivent les Portugais de 3e catégorie. Le gouvernement portugais a une location d'environ 600 francs par mois par famille ou la nourriture gratuite. Une famille sur deux a choisi la nourriture qui arrive par camion de la Croix-Rouge à chaque repas. 100 francs quand il y a 4 ou 5 gosses à table, on ne peut pas manger tous les jours. Comme celle de Timor, ces victimes-là n'appartiennent ni au camp de la gauche ni au camp de la droite, mais au camp de concentration. Ces réfugiés ont désormais la nationalité portugaise, mais elle ne leur sera d'aucune utilité s'ils veulent un jour retourner à Timor. Il leur faudra demander la nationalité indonésienne, car ceux qui rêvent encore au départ de l'armée d'occupation, Timor est devenu par la force une province indonésienne.
Comment pouvez-vous être contre l'intervention soviétique en Afghanistan et comment vous pouvez justifier la vôtre à Timor? C'est complètement parce que l'Afghanistan est un pays indépendant, membre des Nations Unies, un pays non aligné, pour la solution de l'héritage colonial. Il y avait deux solutions. L'une était l'indépendance complète et l'autre l'intégration. C'est ce qui figure dans une résolution dont je ne me souviens plus du numéro, mais qui date de 1960. Et à un certain moment, il n'y avait même plus qu'une seule possibilité. Faire cesser le feu d'abord, parce qu'ils étaient en train de s'entretuer. Les gens disent que c'était des Timorais contre des Indonésiens, ou des Timorais contre des... aussi des Indonésiens. De décembre 75 à décembre 78, 3 années de ratissage, d'embuscade, de bombardement. Forte de 40 000 hommes, l'armée indonésienne ne vient cependant pas à bout de la résistance. Elle obtient toutefois un succès auquel elle donne toute la publicité possible. Au cours d'un accrochage dans ces montagnes avec un petit groupe nationaliste, un commando abat le président du Fretilin, Nicolao Lobato. L'état-major emmène quelques journalistes indonésiens sur les lieux, il leur raconte la bataille. Il leur présente les familles civiles des partisans récupérées de la montagne. Il leur montre les armes saisies près des cadavres. Étonnement, ce ne sont pas des armes soviétiques, mais américaines. Tiens. On leur montre surtout le cadavre de Nicolao Lobato dans son cercueil rempli de glaçons, scène qui n'est pas sans rappeler celle de la mort de Guevara. Nous savons que la situation est difficile, mais on n'est pas à dire que c'est fini. Parce que les informations que nous avons nous indiquent aussi qu'il y a des résistances militaires. Et quand nous avons meilleures conditions pour faire action plus élargie, plus forte, nous irons faire. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une centaine d'hommes armés dans les montagnes du centre de l'île. Toutes les informations concordent. Une dizaine de groupes comme celui-là se déplacent sans cesse et ennuient bien les Indonésiens. Pauvres en munitions, ils ne tirent pas souvent, mais juste. Le mot est d'un médecin. Et ce soldat indonésien qu'on nous a prié de ne pas filmer vient d'en faire l'expérience au cours d'une patrouille dans la rue de Lolotoy. Même si la lutte armée est faible, nous savons qu'il a une identité culturelle de notre peuple qui est différent de l'Indonésien. Par exemple, dans l'ancien domaine portugais, presque 500 années, jamais la culture de notre peuple reste morte. Il était vivant, et même aujourd'hui, avec la violence, avec les prohibitions des manifestations culturelles de notre peuple, je suis sûr que ce type de résistance, même passive, ira continuer. Autrement dit, pour vous, dès que les ventres seront pleins, les têtes vont se mettre à penser. Ah oui, certainement. Et ça, les Indonésiens ne pourront rien faire contre... Ah oui, contre la pensée, nous pensons que même la prison ne ferait pas pareil. Nous voulons. On a écrit, les prisons sont pleines, on y torture, on y tue. Nous y allons, avant même la Croix-Rouge. On vient de les vider. On ne s'y bouscule pas. Combien y a-t-il de prisonniers? 57. All are from Fretilin? Ce ne sont pas des détenus du Fretilin. Ce sont des criminels. Tahanan jaksa plus narapidana perkara kriminal saja. Not from Fretilin, but criminals. Yeah. Criminals prison. Il n'y a pas de détenus politiques? No. Non.
Prisoner. Hukuman. Narapidana. 57 prisonniers, pas un seul détenu politique, ce n'est pas moi qui le dis. Prisoner. Are you from Fretilin? Bukan Fretilin kan? No, bukan. Ini driver. C'est un chauffeur. On a écrit, on a dit dans un rapport des Nations Unies que dans cette cellule en décembre 1978 a été torturé puis abattu l'ancien ministre de l'information du Fretilin, M. Alarico Fernandez, capturé dans la montagne. Il est en fait en résidence surveillée mais vivant. 4 policiers l'ont amené dans ma chambre. Je peux entrer, je proteste. We are enough here. We are 4. Why you knock at the door? So, you are Mr. Henry. Vous êtes M. Alarico Fernandez. That's correct. I'm Alex Fernandez. And you Vous were étiez bien the l'ancien ministre de of l'information du Information Fretilin. Yeah, that is over before I was there. Oui, avant. I have J'ai un report rapport of des the Nations United Unies qui dit que vous avez été Nations tué saying en that prison you have been par les killed Indonésiens. in the prison, in jail, here by the Indonesian. Oui, l'essentiel est dit, il est vivant. Pour le reste, tout le monde ment. Les Indonésiens qui lui ont conseillé les réponses, et les policiers qui ne le lâchent pas, le Fretilin qui le disait mort, et Alarico Fernandez qui essaie de nous faire comprendre qu'il n'est pas aussi libre que les Indonésiens l'affirment. Totally free. Vous étiez ministre de l'information au Fretilin. Difficult. Difficult for me to parler français. Je pense que dans l'autre occasion, we will parler français. Je doute hélas qu'Alarico Fernandez ait une autre occasion de parler français. On a écrit en décembre dernier, la famine règne dans les villages. C'est pire qu'au Cambodge. 20 000 personnes sont d'ores et déjà condamnées à mourir. 100 000 ne passeront pas l'hiver. 200 000 sont menacés. Ici, c'est un gros village de la côte sud. 100% d'anciens Fretilin. Oui, on tousse beaucoup. C'est la tuberculose. L'altitude, le froid, la pluie n'arrangent pas les poumons. Problème numéro 1 ici. Loin devant celui de la nourriture. La Croix-Rouge intervient dans le village à peu près. Actuellement dans 10 villages qui sont répartis à peu près sur tout l'ensemble de l'île. Nous avons commencé l'action par les villages d'Atabay et Lolotoy et par la suite nous avons étendu l'action sur différents villages. Nous commençons toujours par faire un survey des besoins de chaque village et par la suite, si nous décidons que l'action est urgente, nous intervenons dans le village. Ça touche à peu près combien de personnes? Environ actuellement 54 000 personnes Ça représente reçoivent une assistance en nourriture et 30 000 personnes une assistance médicale. Les médecins sont désormais partout, dans chaque village. Nous les avons suivis afin de savoir, afin d'enquêter. Rassurons tout de suite les inquiets. Ceux qui disent que c'est pire qu'au Cambodge ne sont certainement jamais allés au Cambodge. Rosa Babulo. Senay Carlito, Senay na Agustino. Where's na Maria? Luciana Aflecay. Croix-Rouge internationale, le Catholic Relief Service américain, la Croix-Rouge indonésienne ont 1000 paquets. Et en 6 mois, la situation qui était préoccupante sans être, répétons-le, dramatique, connaît une nette amélioration. Le ravitaillement, les médicaments parviennent aujourd'hui dans les villages les plus reculés.
Nous distribuons actuellement environ 400 à 500 tonnes par mois. Nous avons beaucoup de problèmes de logistique. Les routes actuelles possibles sont de Dili à Atolia, de Dili sur la côte nord jusqu'à la gare. De Bauco à Beasso et Coupey juste après Venilalaire. Donc les seuls moyens d'intervention sont l'hélicoptère. Les Indonésiens tiennent une comptabilité pointilleuse des distributions de vivres. Ils n'ont pas envie de voir les rations ravitailler ceux de la montagne. Qu'est-ce que vous donnez comme calories par personne? Nous distribuons la moitié des besoins réels, c'est-à-dire environ 1400 calories par jour, par personne, ce qui correspond à 100 grammes de beans, qui donne également des protéines. Des haricots, oui. Des haricots. 10 grammes de sucre, 10 grammes de sel, 20 grammes d'huile et 25 grammes de lait. Plus des biscuits protéinés. On distribue environ 4 grammes par personne. Est-ce qu'il y a encore des villages où l'on meurt de faim? Actuellement, non. Nous avons quelques cas encore de marasmique. Difficile à recouvrir, mais nous n'avons pas de nouveaux cas de marasmique depuis à peu près un mois.